On va donc cet après-midi, on va donc sur des tables rondes. C'est le schéma qu'on avait retenu, des tables rondes et des ateliers pour travailler ensemble et réfléchir ensemble. Cet après-midi, la table ronde, elle s'appelle la mâche pour les nuls, définition, prévention et accompagnement. On a souhaité donner la parole à 3 personnes. Kevin n'a pas pu être avec nous et au pied levé, il y a Christian Todt qui est avec nous et qui va témoigner de son parcours de patient en visio. Et je remercie Christian d'avoir repris le flambeau et d'accepter de venir nous aider. Le deuxième, ce sera bien sûr Mathilde qui nous parlera, elle, de son parcours, de sa prise en charge et qui est allée jusqu'à la rencontre avec SOS. Et puis on a voulu ramener aussi la question autour des questions médicales avec Juliette Fouché qui, à Bordeaux, on la connaît bien pour tout ce qu'elle a fait. Elle a osé être une hépatologue épatante et mettre un pied de côté et sortir un petit peu de traverser l'autre bout de l'aiguille et pas faire que des biopsies et voir les gens autrement. Et elle nous expliquera comment la mâche peut venir perturber les prises en charge des hépatologues et les obliger à voir les choses autrement. On va commencer par Mathilde. Je te remercie d'avoir accepté, de nous avoir rejoints et je te remercie à titre personnel de tout l'enrichissement, toute ta dynamique que tu apportes à nous les vieux, que de temps en temps, quand on a un coup de mou, de voir des jeunes qui viennent nous rejoindre et qui nous ramènent une dynamique et qui nous obligent à regarder la nage autrement. Et ça nous fait du bien parfois de réentendre les mêmes questions auxquelles on a trouvé des réponses sur la baie il y a quelques années et dire allez, on reprend le boulot, on y retourne et on y va. Merci pour tout ça, Mathilde. Manette. Donc cette table ronde, en fait, la mâche pour les nuls, c'était mon idée. J'avais vraiment envie qu'on puisse proposer quelque chose de très vulgarisé et de vraiment très, très compréhensible pour les malades et pour leurs familles. Moi, je vais commencer peut-être par me présenter. Alors, donc, je me présente. Donc, je m'appelle Mathilde. J'ai été diagnostiquée d'une stéatose hépatique en 2017. C'était complètement par hasard au moment d'une échographie pour autre chose. Ce n'est que quelques années plus tard, donc en juin 2021, que je vais ouvrir une page Facebook du nom de Mon combat contre la stéatose hépatique. Il y a beaucoup de choses qui existent sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de bêtises et d'informations qui ne sont pas forcément bien à jour. Donc c'était ma volonté avec cette page-là déjà de pouvoir proposer quelque chose avec des informations fiables sur cette maladie. J'ai eu déjà la chance de guérir, parce que ça fait 3 ans que je suis guérie. Et la petite anecdote, c'est que le moment où on m'a annoncé que j'étais guérie, j'étais filmée par une équipe de France 5 au CHU de Limoges, avec Marilyn Debette-Graciens, qui était avec nous ce matin. Cette équipe m'avait trouvée grâce à ma page et avait envie donc, de venir filmer quelqu'un pendant 2 jours pour voir un petit peu comment on pouvait vivre avec cette maladie-là. J'étais pas forcément très fan au départ de l'idée de me faire filmer par une équipe et d'exposer comme ça ma vie de famille à la télé. Par contre, ce que je savais, c'est que ce que je faisais, par contre, ce que je l'avais mis en place, c'était vraiment des bonnes actions et c'est ça que je voulais pas porter en passant à la télévision. Suite à ma guérison, j'ai décidé de continuer à alimenter mes différents réseaux sociaux. Et j'ai rejoint l'association SOS Hépatite et Maladies du Foie en mars 2022, donc en tant que déléguée pour cette grande région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. J'ai beaucoup témoigné pendant 3 ans de mon histoire, mais aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus particulier. Je me lance le défi de réussir à vous faire comprendre ce qu'est la mâche en 20 minutes. Et évidemment, si j'y arrive pas et que vous avez des questions à la fin, il ne faudra surtout pas hésiter à me les poser. Mais je pense qu'il y a des bons élèves au premier rang. Donc pour commencer, juste avec une définition toute simple, j'ai bêtement tapé stéatose hépatique sur Google. Je suis tombée sur une définition qui est tombée sur le site Amélie, donc le site de l'assurance maladie. Donc la stéatose hépatique métabolique, donc c'est lié donc à une surcharge, je le fais en plus court, à une surcharge de graisse au niveau du foie. Vous allez avoir des fines gouttelettes lipidiques qui vont venir recouvrir le foie, s'incruster même au sein même des cellules du foie. C'est vraiment le principe de base de la maladie. C'est quoi l'origine de cette maladie? Dans la très grande majorité des cas, elle est d'origine alimentaire. On la surnomme la maladie de la malbouffe, la maladie du soda, comme on a entendu ce matin.
Mais pas que, c'est pas juste ça. Moi, tous les jours, j'ai des personnes qui viennent me voir sur mes réseaux sociaux et qui me disent mais je ne comprends pas, moi, je bois pas de soda, je mange pas de malbouffe ou de nourriture industrielle. C'est pas que ça, la stéatose hépatique. C'est quand, globalement, vous allez avoir une alimentation qui va être plus riche que les besoins de votre corps. Et évidemment, ça va être aggravé avec la sédentarité. Donc, on peut très bien manger du 100% maison, du healthy, comme on dit, c'est un peu la mode en ce moment-là, mais dans des quantités qui sont inadaptées à nos besoins. Et c'est comme ça que la maladie apparaît. Et plus rarement, elle peut être aussi d'origine médicamenteuse. On ne va pas rentrer dans le détail de tous les médicaments parce que j'ai dit que le but de ma présentation, c'est que ce soit accessible. Mais par exemple, on peut citer l'exemple d'une chimiothérapie. Qui est concerné? Aujourd'hui, c'est 20-25% de la population qui est touchée par cette maladie-là. Donc ça n'a rien de rare. Hein. S'il y a des personnes qui sont diagnostiquées, surtout vous ne vous sentez pas seul parce qu'en fait, on est vraiment très nombreux. Il y a certains profils qui sont maintenant reconnus comme étant plus à risque de développer cette maladie-là. Donc c'est tout ce qui concerne l'obésité, mais même déjà dès le surpoids, c'était mon cas. Les diabétiques de type 2 ont aussi plus de risques de développer cette maladie-là. Et enfin, les femmes souffrant de SOPK, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, contrairement au nom, ça ne veut pas dire qu'elles ont des kystes dans les ovaires, hein, c'est juste qu'elles ont des gros problèmes hormonaux qui font qu'elles ont des follicules qui n'arrivent pas à maturation, mais qui restent là. Et ça pose des problèmes de fertilité, mais c'est surtout des gros problèmes hormonaux à la base qui font qu'elles vont être plus à risque de développer la maladie et en plus à risque à développer des formes graves. Comment on diagnostique la stéatose hépatique? Le diagnostic se fait par imagerie. La graisse à l'échographie va ressortir en blanc. Donc, le point de repère pour le médecin qui va vous pratiquer cet examen-là, c'est de comparer par rapport à la couleur du rein. Mince, évidemment, j'appuie trop vite. Voilà. Donc, on voit bien sur les photos avant, en haut, vous avez le foie et vous avez donc le rein. Bon, j'ai mis juste pour illustrer un compte-rendu d'échographie, donc les termes que vous retrouvez, foie d'aspect stéastosique, hématomégalie stéastosique. Le bilan sanguin, ça donne des indications, mais ça ne permet pas de diagnostiquer la maladie. On peut avoir un foie gras avec un bilan sanguin normal. Mais si on a un bilan sanguin qui est perturbé, ça vaut l'occasion quand même de s'interroger sur le pourquoi et d'aller un petit peu plus loin dans les examens. Les valeurs classiques qui peuvent être vérifiées, c'est tout ce qui est lié à la glycémie et à la gestion des graisses, les triglycérides et le cholestérol. Les triglycérides, c'est l'excès de sucre que le corps transforme en graisse. Spécifiquement au foie, donc vous avez les transaminases hépatiques, encore trompé de bouton, avec azate, alate, gamma-GT, phosphate alcaline. Un des indices qui peut revenir aussi, c'est la ferritine. Avec un foie surchargé, on peut avoir une hausse de la ferritine. Mais la hausse de la ferritine, elle peut avoir plein d'autres origines. Je pense par exemple à l'hémochromatose, une maladie génétique liée à ça que je connais bien parce qu'en plus elle est présente dans ma famille. Mais voilà, ça donne des indications. Et si c'est perturbé, on peut surveiller, on surveille et on peut contrôler d'autres choses. Il y a plein de termes derrière cette maladie. Je vous ai parlé de la maladie de la balbouffe, la maladie du soda, la maladie du foie gras et tout un tas de noms médicaux qu'on verra sûrement plus en détail après avec Juliette Fouché. Moi, je trouve important d'en retenir surtout deux. Et ça correspond à deux étapes de la même maladie. Donc vous avez d'abord la stéatose hépatique. Vous avez une surcharge de gras au niveau de votre foie, mais le foie, lui, continue à bien fonctionner. Et pour des raisons qui ne sont pas forcément bien identifiées, mais en tout cas, c'est une réalité de terrain, 20% des personnes qui ont une stéatose hépatique vont développer une forme plus grave qu'on appelle la MASH. C'est ce qu'on appelait la NASH encore il n'y a pas très longtemps. Donc le M a fait son apparition, c'est le M de métabolique. Et cette étape-là est marquée en fait par l'apparition de fibrose. Donc, c'est quoi la fibrose ? Déjà, ça a été dit aussi tout à l'heure, il faut savoir que le foie est un organe merveilleux qui est capable de se régénérer tout seul. Mais lorsque les attaques sont répétées, il y a de la fibrose qui va commencer à apparaître. En fait, ce tissu cicatriciel, à la base, il est là, c'est un mécanisme de défense du foie. C'est pour le protéger contre un agresseur. Mais s'il devient trop important, au bout d'un moment, il va entraver les échanges sanguins au niveau du foie et donc le foie va commencer à moins bien fonctionner.
La fibrose se classe en différents stades que je vous ai marqués ici, de l'absence fibrose, minime, modérée, sévère, jusqu'au stade de la cirrhose, qui lui est le dernier stade de la maladie et qui lui n'est plus réversible. Par contre, tout ce qu'il y a avant est encore réversible, mais ça on y reviendra un peu en détail plus tard. J'avais envie de partager avec vous cette plaquette que je trouve très bien faite et qui montre bien toute la prise en charge de cette maladie. Donc on va surtout s'intéresser à la fin parce que c'est une manière pour moi d'introduire le FIB4. Donc, en général, il y a 2 portes d'entrée pour cette maladie. Soit ça va être découvert par hasard au moment d'une imagerie. Voilà, moi c'était mon cas. Soit on va partir d'un bilan sanguin qui va être perturbé. On va pousser les examens un peu plus loin en prescrivant une échographie et c'est là qu'on va trouver la maladie. Donc l'étape suivante, c'est de calculer son FIB4. Le FIB4, c'est très simple. Vous avez soit ça va être présent dans votre bilan sanguin. On en parlait ce matin aussi, à partir du moment où les transaminases et les plaquettes ont été dosées, on peut tout à fait calculer son FIB4. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien le calculer tout seul. Vous tapez simulateur calcul de FIB4 sur Google, vous prenez le premier lien qui arrive. Il y a aussi un lien sur le site d'SOS Hépatite. Vous pourrez tout à fait le faire tout seul, donc c'est vraiment très accessible. Plusieurs choses au niveau de votre résultat. Ça reprend un peu les chiffres de ce matin. Si vous avez un score inférieur à 1,45 ou 1,30 en fonction des sources, mais ça, peu importe, vous avez plus de 90% de chances de ne pas avoir de fibrose avancée. Le FIB4, c'est uniquement pour la fibrose avancée. Ce n'est pas la fibrose tout court. Donc, c'est très rassurant et on peut tout à fait en rester là au niveau des examens. Par contre, si vous avez un score qui est supérieur à 2,67, il y a un risque là qui est réellement là. Donc, votre médecin va sûrement vous proposer d'aller beaucoup plus loin dans les examens. Vous remarquez qu'il y a un écart assez important entre 1,45 et 2,67. Donc, c'est les limites de ce score-là. C'est qu'il y a une zone d'ombre. Si vous avez un résultat dans cette zone-là, ça ne veut pas dire que c'est mauvais signe. Ça ne veut rien dire. Le FIB4 là, ne fonctionne pas et ne veut rien dire. Bon, il y a également une limite par rapport à l'âge. Tout le monde ne peut pas calculer son... Le FIB4 ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, si vous avez un score supérieur à 2,67, il va falloir passer un examen, il va falloir passer une élastométrie. On connaît surtout ça sous le nom de FibroScan, mais en fait, FibroScan, c'est un appareil qui est développé par Ecosens. Vous avez même toutes les infos juste à côté. Monsieur Ecosens est présent parmi nous. Je vous ai montré un exemple de compte-rendu. Bon, c'est le mien. Vous avez 2 choses qui sont données. Donc, l'élastométrie, elle est là pour mesurer le stade de fibrose dans votre foie. Donc, c'est le chiffre E et les différents stades qui sont là, dont on a parlé tout à l'heure. Pour les appareils les plus récents, ça mesure également le taux de graisse, le pourcentage de graisse que vous avez au niveau de votre foie. Et donc là, vous pouvez voir les différents stades qui vont avec. Je n'ai volontairement pas mis de chiffres en fonction des différents stades. Vous pouvez les trouver très facilement sur Internet, ce n'est pas le problème. Mais l'interprétation d'un FibroScan doit revenir à un médecin. Parce que vous avez des tranches avec des chiffres que vous allez trouver sur Internet, mais en fait, il varie en fonction de ce qui agresse le foie. Si vous avez une hépatite C, ce ne sera pas les mêmes seuils de référence que si vous avez une MASH. Donc moi, ce que je trouve important, c'est juste de retenir les différents stades avec tout le côté réversible qui va avec. Comment on la prend en charge, la MASH ? Il y a 2 piliers centraux qui vont être l'alimentation et l'activité physique. On va voir ça en détail après et on va voir pour ce qui est de la prise en charge médicale. Je reprends ce que disait Pauline Epato hier. Tous les aliments magiques qu'elle a pu vous proposer et vous montrer qui existent sur les réseaux sociaux, ce n'est même pas la peine d'y croire. Enfin, honnêtement, vous vous doutez bien que si un truc pareil existait, ça ferait longtemps que ce serait développé. Ça ne marche pas comme ça. Le foie gras, il s'est installé parce que vous avez une hygiène de vie qui a fait que. Ce n'est pas en prenant une pilule que la graisse va disparaître du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Actuellement, il n'y a pas de médicament pour cette pathologie-là. Ça va sûrement très prochainement arriver. Ça fait déjà 2-3 forums qu'on en parle. Ça va arriver, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on va se concentrer sur ce qui est vrai, ce qui est efficace actuellement et ce qui fonctionne bien. On va commencer par la prise en charge alimentaire. Je vais mettre un point d'honneur à vous montrer quels sont les professionnels pour ces différentes actions. Vous connaissez les professionnels de l'alimentation? Vous connaissez les titres? J'ai envie de vous faire parler un peu. Oui, c'est ça. Donc, vous avez
deux professionnels différents. Vous avez les diététiciens nutritionnistes. Donc ils ont passé soit un BTS diététique, hein, c'est le plus classique. Sinon ça marche aussi avec les BUT en génie biologie s'ils ont une option diététique. Et de l'autre côté, vous avez donc les médecins nutritionnistes. C'est pas du tout le même cursus. Hein. Ce sont des médecins qui ont fait des études de médecine et qui en plus vont avoir passé un diplôme universitaire en nutrition. La prise en charge est différente parce que ça aussi c'est important d'en parler parce que souvent ça peut être un frein pour les malades. Alors plutôt que d'essayer d'aller dépenser des 100 et des 1000 dans des pilules miracles, il faut vraiment mieux venir voir pour investir de ce côté-là. Les diététiciens ne sont pas pris en charge malheureusement par l'assurance maladie. Par contre, vous avez de nombreuses mutuelles, il y a de nombreuses complémentaires quand même qui font des prises en charge au moins partielles. Après, il y a encore d'autres choses. Si on est suivi en CHU, il y a des services aussi en nutrition, il y a d'autres possibilités pour pouvoir consulter. Et enfin, le médecin nutritionniste, du fait qu'il est médecin, lui, il va avoir une prise en charge du régime général qui sera complétée ensuite par votre mutuelle. Tous les autres termes, ça n'a rien de reconnu officiellement, que ce soit les coachs en nutrition, les conseillers, les experts, peu importe comment ils s'appellent. C'est des personnes qui, on ne sait même pas s'ils ont vraiment été formés ou pas, ou en tout cas, s'ils ont été formés, c'est par des formations qui ne sont pas reconnues. Donc, méfiez-vous, j'insiste vraiment là-dessus. J'insiste vraiment là-dessus parce que déjà, moi personnellement, je me suis aussi fait avoir. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce point-là. Moi aussi, j'ai fait quelques bêtises dans mon parcours, mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Je tenais aussi à vous montrer cette plaquette qui montre donc l'évolution de la maladie avec les différents stades. Et surtout, regardez bien à chaque fois les flèches qui vont vous montrer le côté réversible de la maladie. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres maladies qui existent avec cette capacité qu'on peut avoir, nous, à pouvoir la renverser. Donc, que ce soit au stade de la stéatose hépatique ou au stade, donc là, c'est encore la NASH, même en cas de fibrose, on peut renverser la maladie. Et ça, c'est quand même un message super encourageant. Alors, je voulais juste revenir un petit peu sur le côté alimentaire, tout en sachant que, bon, moi, je ne suis pas du tout nutritionniste, hein, mais une demande qui revient souvent sur ma communauté, c'est... Est-ce que je peux avoir la liste des aliments que je peux manger? Est-ce que je peux avoir la liste des aliments que je ne peux pas manger? Alors, on va faire très simple, ça n'existe pas une liste comme ça. Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer, ça n'existe pas. Une alimentation équilibrée, ça ne se résume pas à une liste d'aliments. Si aujourd'hui, vous avez un foie malade, ce n'est pas parce que vous avez bu une fois dans votre vie un verre de soda. Ce n'est pas ça. C'est parce que tous les jours, il y a eu une alimentation qui était un petit peu trop riche. Et c'est comme ça que ça s'est installé silencieusement, dans le plus grand silence, au fur et à mesure du temps. Donc non, ça ne se résume pas à ça. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'envoie vers les professionnels, parce que c'est leur métier, et trouver un équilibre alimentaire, ce n'est pas forcément si facile que ça. Bon, moi, un schéma qui m'a beaucoup aidé, moi, dans ma prise en charge, c'est simplement le schéma de l'assiette. C'est très bête, hein. Moi je pensais qu'au niveau des repas, c'était soit légumes, soit féculents. Je ne voyais pas trop l'intérêt de les mettre ensemble, surtout je n'aimais pas les légumes, donc c'était sûrement pour ça que je croyais ça. Mais voilà, ça donne un petit visuel. J'ai essayé de remettre un petit peu les différents corps d'aliments, etc. J'ai mis en orange ceux qui sont à limiter parce que le cœur de la NASH, c'est l'excès de sucre. Mais ce n'est pas que le sucre, c'est l'excès de glucides de manière générale. Donc ce n'est pas que les sucres rapides, c'est aussi les féculents. Mais une alimentation équilibrée a besoin de tout. Bon, mention spéciale évidemment pour l'alcool qui n'est absolument pas nécessaire à notre vie. Mais je voulais le mettre quand même parce que boire un verre au moment d'un moment festif, mais c'est pas grave en fait. Vu quand c'est juste un, ça n'a rien de grave. C'est la quantité qui est dangereuse pour le foie. Mais pour le reste, on peut manger de tout. C'est vraiment une histoire de quantité. Pour ce qui est de la prise en charge médicale, je voulais faire une petite diapo là parce que, encore une fois, c'est un sujet qui revient souvent sur mes réseaux. La prise en charge médicale de la stéatose hépatique ou quand on a une fibrose inférieure au stade F2, donc modérée, se fait avec un médecin généraliste. Le médecin spécialiste, l'hépato, gastro-entérologue, va intervenir si on est sur une fibrose avancée, ou en cas de cirrhose, en cas de cancer du foie. Encore une fois, souvent, au niveau de ma communauté, les personnes vont arriver et ils n'ont pas obtenu forcément les réponses à leurs questions au niveau de leur médecin général. Donc tout de suite, ils font aller voir un hépato, aller consulter un hépato. Les hépatos, ils n'ont pas des capacités d'accueil illimitées, ils ont déjà des délais d'attente qui sont assez importants. Vous n'aurez pas forcément plus de réponses. Vous n'avez pas la nécessité d'aller voir un médecin spécialisé.
si vous n'êtes pas sur un stade avancé de la maladie. Et si vous recherchez des réponses à des questions, vous en aurez déjà pas mal à la fin de cette présentation. Puis je vais vous mettre quelques liens aussi pour trouver des infos. Il y a dû y avoir un peu de désordre dans mes diapos parce qu'on a oublié il n'y a pas... il me doit manquer une diapo. Il y avait la prise en charge sportive. Donc pareil, se concentrer au niveau des professionnels. C'est un diplôme coach sportif. Donc d'un côté, j'avais mis donc les coachs sportifs qu'on peut trouver en salle de sport. Vous en avez pas mal maintenant qui proposent des programmes à faire à la maison. Moi, c'est ça que j'avais fait, j'aimais beaucoup. On peut faire du sport tranquillement à la maison avec des vidéos, avec des gens qui ont déjà animé énormément de cours et du coup qui sont capables de vous proposer là ce service-là à la maison. Je trouvais ça intéressant. Et enfin, de l'autre côté, vous avez aussi d'autres professionnels. Vous avez tout ce qui va être maison santé de sport, vous avez tout ce qui est médecine, maison santé du sport et tout ce qui va être médecine sport adapté en fait. Moi, je croyais bêtement que le sport adapté, c'était réservé pour les personnes qui avaient vraiment des gros handicaps et des grosses difficultés. Mais en fait, non. Le principe du sport adapté, c'est que le professionnel que vous avez avec vous va s'adapter à vous, mais pas qu'à vos capacités aussi. Il va simplement s'adapter à votre santé en général. Je conclus, je voulais vous mettre quelques liens de personnes où vous pouvez trouver justement des informations fiables. Vous avez donc forcément notre fameux guide anti-NASH qui est sorti l'année dernière. Donc c'est un recueil de 112 quand même questions-réponses sur la maladie du foie gras, des questions qu'on a retrouvées sur nos réseaux, que ce soit sur les miens ou sur ceux des SOS Hépatite. C'est vraiment les questions que se posent les malades et vous allez avoir donc les réponses à vos questions dans ce livre-là. Je parle un petit peu aussi de ma page Facebook parce qu'en plus, Pauline Epato l'avait recommandé dans sa présentation hier. Vous avez également les réseaux des SOS Hépatite. Au niveau des hépatos, ils sont que deux sur les réseaux. Donc là, c'est sur Instagram. Donc Pauline Guilouche qui était là hier et qui a fait beaucoup de choses en plus par rapport à la NASH. Elle a vraiment des séries de mini-vidéos qu'on peut trouver sur sa chaîne YouTube. Et vous avez également donc Julien Scanzi qui, lui, par contre, est plus pour tout ce qui va être microbiote. Il a sorti un ouvrage dans ce sens-là. Il y en avait une autre. Bon, c'est pas... Ah si, voilà, c'est ça. Et donc, des professionnels de l'alimentation, il y en a de plus en plus sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour pouvoir vous inspirer. Ce sera quand même très, très sympathique. J'ai mis l'exemple de Major Movement. C'est quelqu'un qui est kiné, en fait, dans la vie de tous les jours et qui propose du contenu très sympa. Et des exemples de coachs sportifs qui proposent du contenu sur Internet avec des vidéos qu'on peut faire à la maison. Move Your Fit, en fait, il propose du HIIT, ça s'appelle du sport en fractionné. Le principe, c'est que vous faites 30 secondes d'activité intense suivie de 30 secondes de récup. C'est des cycles, c'est 18 minutes. Une séance, c'est 18 minutes, 4 fois par semaine. Moi, c'est ça que j'ai fait pour guérir. Il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures à la salle de sport. Ce n'est pas le concept. C'est vraiment de retrouver une activité sportive, si on peut, mais déjà une activité physique au quotidien. Aller marcher, c'est déjà un très, très bon début et ce sera déjà très bénéfique pour votre foie. Je vous remercie et maintenant je vais laisser la place à Juliette Fouché. Un tout petit truc que j'ai pas dit et c'est dommage parce que du coup je crois que la personne que j'avais envie qu'elle l'entende n'est pas là, mais c'est pas grave. Du coup elle l'entendra peut-être avec le replay. Ouais. La dame d'hier, enfin peu importe, c'est pas grave. On parlait de l'évolution de la maladie, que c'était réversible, etc. Je voulais juste glisser un tout petit mot sur la cirrhose parce que... Mais si vous êtes là, c'est pour vous, madame. Je suis désolée, je ne voyais pas. Donc la cirrhose, par définition, n'est pas un stade qui est réversible. Mais en fait, c'est le début d'un autre chemin. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris à SOS Hépatite, c'est que le foie n'est pas forcément homogène dans sa maladie. Donc là, c'est vrai qu'on vous a diagnostiqué une cirrhose parce que les examens ont été faits donc sur cette zone précise du foie, mais en fait, peut-être que les zones qui sont à côté sont un petit peu moins touchées. Et du coup, c'est pour ces zones-là qu'il faut vous battre. Il ne faut pas vous arrêter là. La cirrhose, ce n'est pas une fin, d'accord ? C'est vraiment le début d'un autre chemin et vous avez encore la possibilité de faire plein de choses. Je dis pour vous, mais aussi pour les gens qui regardent, parce que ça arrive régulièrement aussi sur mes réseaux que des personnes arrivent, ils arrivent tout de suite, on vient de
il y a un diagnostic de cirrhose qui leur tombe dessus. Ils étaient absolument, il n'y a pas eu de signe avant, etc. C'est extrêmement dur à vivre. Mais voilà, c'est le début d'un autre chemin. Battez-vous. Battez-vous, c'est pas fini. Alors, d'abord, merci beaucoup à SOS Hépatite de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir. Je suis très fière d'être une hépato-épatante, quand même. Parce que c'est vrai que je pense que c'est quand même très important de pouvoir un petit peu discuter, bien sûr, avec les collègues, mais avec les patients et avec les associations de patients, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses. Moi, j'ai commencé à toucher un petit peu à l'addicto. C'est comme ça que je suis sortie du champ de l'hépato. Et on se rend compte maintenant que il y avait surtout les hépatites virales, mais il y a aussi le problème de la stéatohépatite. Et ça, maintenant, ça prend une grande partie de nos consultations. Alors, pardon. Donc moi, je suis hépatologue. Je suis praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Je m'occupe du centre expert hépatite virale en collaboration avec Anne-Laure de Harojo que vous avez vu hier. Et on s'occupe des hépatites virales, mais on a également un programme dans la stéatohépatite et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, donc le but du topo était de vous dire un petit peu comment ça se passait à Bordeaux, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plein de patients qui avaient des stéatoses ou des stéatohépatites, et on s'est dit qu'il fallait peut-être faire un petit parcours un peu particulier pour ces patients. Comme on l'avait réfléchi d'abord au moment des hépatites virales, et bien maintenant il fallait le faire aussi pour la stéatose. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? Mathilde vous l'a bien expliqué, il y a plein de mots différents. Il y a le foie gras, il y a la stéatose, la stéatohépatite, puis il y a des super acronymes, la NASH, la MASH, la MAFLD, le métal, enfin, il y a beaucoup de choses. Si on essaye de s'y retrouver un petit peu par rapport à ça, alors je suis désolée, c'est de l'anglais, mais c'est parce que justement ces acronymes viennent de l'anglais. On va parler des maladies qui donnent de la stéatose, c'est-à-dire de la graisse au niveau du foie. Donc, liver disease, c'est maladie du foie. Et donc, dans ce grand chapeau des maladies qui donnent de la stéatose au niveau du foie, il n'y a pas que la NASH ou la stéatohépatite. Il y a plein de choses. Alors sur la gauche, vous voyez qu'il y a la MASLD, c'est-à-dire les maladies du foie qui donnent de la graisse en rapport avec un problème métabolique. C'est ça l'acronyme MASLD. Mais vous voyez aussi complètement sur la droite qu'il y a plein d'autres maladies, on en a parlé tout à l'heure, qui donnent de la graisse au niveau du foie, mais qui ne sont pas du tout en rapport avec ces problèmes métaboliques. Et d'où au début le nom de NASH qui voulait dire non alcoolique. C'est-à-dire qu'au début, la définition était donnée uniquement par rapport à l'absence d'alcool. Alors qu'on sait maintenant que ce n'est pas juste l'absence d'alcool, c'est par rapport à un syndrome métabolique. Et donc, on a cette nouvelle classification où on a la MASH qui descend donc de la MASLD, qui est la stéatose liée aux problèmes métaboliques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il faut avoir des espèces de critères quand on a cette stéatose qui est diagnostiquée par l'échographie. Pour savoir si elle est reliée ou pas à un problème métabolique, eh bien, on a des critères. Et les critères, c'est ceux que je vous ai remis ici. D'abord, est-ce qu'il y a un surpoids ? Est-ce qu'il y a des problèmes de sucre ? Est-ce qu'il y a des problèmes de tension artérielle ? Des problèmes de lipides, c'est-à-dire de triglycérides, ou bien des problèmes de cholestérol, de bon cholestérol bas. Ça, c'est des critères. Et si vous avez au moins un de ces critères, eh bien là, ça peut rentrer dans le cadre d'un syndrome métabolique. Donc, vous voyez que dans ces critères-là, il n'y a pas le poids. Donc, le syndrome métabolique, ça peut être arrivé même chez des gens qui ne sont pas obèses. Et quand on a cette stéatose au niveau du foie, est-ce qu'on va trouver une autre cause de stéatose ? Est-ce qu'il y a de l'alcool ? Est-ce qu'il y a du médicament ? Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent donner de la graisse au niveau du foie ? Eh bien, si oui, on peut avoir des associations, parce qu'il n'y a rien qui empêche d'avoir un syndrome métabolique et de boire de l'alcool. Mais dans ce cas-là, on a deux maladies associées. Alors, quels sont les risques ? Les risques pour le foie, on vous l'a très bien expliqué depuis hier, c'est qu'on va passer d'un foie normal à un foie qui va avoir de la graisse et puis après qui va avoir de l'inflammation due à cette graisse et cette inflammation va donner de la fibrose et si on a trop de fibrose, ça va devenir une cirrhose et là, quand on a une cirrhose, on a des complications. Alors, c'est un peu la bonne nouvelle au niveau du foie, c'est qu'en général, au niveau du foie, tant qu'on n'a pas de cirrhose, on n'a pas trop de risque de complications. Les complications, elles surviennent. Le cancer du foie ou le foie qui ne fonctionne plus surviennent surtout quand il y a une cirrhose. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en effet, on va du foie normal à la cirrhose, mais on peut aller dans l'autre sens.
Tant qu'on n'a pas de cirrhose, si on arrête d'embêter le foie récupère et on peut avoir un retour en arrière, une diminution de la stéatose et même une diminution de la fibrose et un retour à un foie normal. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour utiliser tout ça? Donc, le but, c'est de savoir cette surcharge en graisse au niveau de votre foie, est-ce qu'elle a eu des conséquences? Donc, les conséquences, c'est la fibrose. Et donc, pour regarder la fibrose, on a des marqueurs qu'on appelle maintenant non invasifs et qui sont l'opposé de ce qui était invasif, c'est-à-dire la biopsie du foie. Et donc, on essaye de se passer de biopsie du foie le plus souvent grâce à ces marqueurs non invasifs. Mais je crois qu'on vous en a parlé hier. On n'a pas, comme pour le fibroscan et l'hépatite C, de mesures qui sont vraiment le gold standard non invasif par rapport à la stéatose. Donc, on a plusieurs appareils. On va utiliser soit des appareils pour mesurer l'élastométrie du foie, le fibroscan, mais également des appareils d'échographie. Et on peut également le mesurer avec des IRM. Et on a également des tests sanguins qui sont le FIB4 dont vous a parlé Mathilde, mais on a également le NAFLD Fibrosis Score, l'APRI et le fibromètre, plein d'autres tests qui vont nous aider, nous hépatologues, à essayer de savoir comment va le foie sans forcément de faire de biopsie. Mais nous faisons encore des biopsies au niveau du foie si j'ai des marqueurs qui sont discordants. Si je ne suis pas sûr de mon coup, on peut aller jusqu'à la biopsie pour savoir exactement ce qui se passe. Et également aussi quand on a plusieurs maladies associées. Si je veux faire la part des choses entre une stéatose métabolique et une femme jeune avec un risque de maladie auto-immune du foie, je peux aller à la biopsie pour faire la part des choses. Quel est le parcours des patients? On en a vu là également. Donc, si vous avez un diabète de type 2, si vous avez un surpoids ou des facteurs de risque de ce fameux syndrome métabolique, on va regarder les transaminases. Si les transaminases sont élevées et de manière répétée, un bilan avec juste une fois des transaminases, pas d'inquiétude. On commence par arrêter l'ibuprofène qu'on a pris pour le mal à la tête et on voit ce qui se passe. Et si vraiment les transaminases restent élevées à plusieurs reprises, à ce moment-là, on va faire des tests simples dont vous a parlé Mathilde. On va commencer par un FIB4. Et avec le FIB4, ça va permettre de savoir si, en définitive, non, tout va bien, parce que le FIB4 est très bas, il n'y a pas de maladie du foie sous-jacente. Si le FIB4 est très élevé, là, de toute façon, on va dire il faut une consulte hépato pour essayer de savoir ce qui se passe exactement. Et entre les deux, soit on va commencer tout simplement avec votre médecin à regarder ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation et de l'alcool. C'est la base. Et si malgré ça, ça reste élevé, on va pouvoir aller faire par exemple un fibroscan pour savoir si on revient au niveau d'une fibrose minime ou s'il faut un hépatologue. Alors, dans notre hôpital, à l'hôpital du Haut-l'Évêque, comment on fait? En gros, nous, ça c'est une petite déformation professionnelle avec le fibroscan. On commence par le fibroscan de base. Les gens, ils ont même le fibroscan avant de venir nous voir en consultation parce que c'est dans nos gènes. Le fibroscan, après on a la consultation avec les pathologues et en fonction de ça, on va avoir un diagnostic de maladie métabolique avec de la stéatose au niveau du foie. On va continuer le parcours au niveau hépatologique avec éventuellement des biopsies, avec la possibilité d'inclusion dans des protocoles, avec plein d'autres choses. Mais en parallèle, on s'est dit que ça valait le coup de développer un parcours d'éducation thérapeutique pour essayer d'aider nos patients à aller un petit peu mieux. Alors, on a créé un programme qui s'appelle Pas à Pas et qui parle donc de la stéatose. Et vous voyez là le petit flyer, c'est donc en général le jeudi matin, avec des infirmières et une diététicienne. Et on propose aux patients d'intégrer ce programme. L'éducation thérapeutique, c'est toujours proposé aux patients, mais ce sont les patients qui doivent se l'approprier et c'est eux qui ont envie ou pas d'y participer. Alors, qui dit programme ETP dit labellisation ARS. Ça, c'est le premier gros souci. Donc, il a fallu faire une demande de labellisation. Alors, on s'est servi du programme précédent, qui était le programme qui était pour les hépatites virales. Et en définitive, ce programme-là, pour les hépatites virales, il existe depuis 2014. Mais en 2019, on s'est dit qu'il fallait faire évoluer notre programme pour le proposer aussi aux gens qui avaient une stéatose. Et on a fait une nouvelle demande d'autorisation. Ça, c'est donc un pavé comme ça à rédiger. Et on a été labellisé donc, pour un programme de TP pour les patients atteints d'hépatopathie, avec une partie pour les hépatites virales et une partie pour les gens qui ont une stéatose.
Donc, ce programme pas à pas, il faut un coordinateur, c'est moi. Il faut des intervenants, il y a des médecins, il y a des infirmières. Alors, entre-temps, l'équipe a un petit peu changé. Et une description du programme, donc c'est pour les gens qui présentent une ostéatose. En pratique, comment ça se passe? Il y a 4 ateliers collectifs. Ce ne sont absolument pas des ateliers individuels, ce ne sont que des ateliers collectifs. Et il y a un atelier de renforcement qui est proposé. C'est ouvert aux patients, mais aux accompagnants, parce que quand on mange et quand on a un problème d'alimentation, on n'est pas tout seul à table à la maison. Et si vous avez une personne qui essaye de faire gaffe, mais que les 4 autres mangent des frites et un hamburger à chaque repas, ça ne va pas être facile pour le patient. Donc il faut forcément, à mon idée, inclure la famille. On ne peut pas faire 3 menus différents à chaque repas. En gros, on a 5 à 10 personnes par atelier et il y a toujours 2 animatrices qui sont soit une infirmière, soit une diététicienne. Et on a également la participation sur l'un des ateliers d'une art thérapeute. Alors le déroulement, très rapidement. Donc il y a le premier atelier qui est là pour faire aider à comprendre la maladie et regarder les habitudes de vie des participants. Donc pour comprendre sa maladie, on va essayer de voir le rôle du foie et de comprendre comment ça marche et quelles habitudes permettent d'avoir une meilleure santé. Qu'est-ce que le changement d'habitude peut apporter? Parce que changer pour changer, ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'il y ait un bénéfice. Et donc dans ce programme, il y a également une petite intervention de 10 minutes que je fais avec quelques diapos pour expliquer un tout petit peu tout ce qui est un peu plus médical et comment fonctionne le foie. Le deuxième atelier, c'est sur l'activité physique. Ça, ce sont les grands piliers dont Mathilde vous a parlé. Et donc cet atelier activité physique, alors pas de gros mots, on ne parle pas de sport, jamais. On parle d'une activité physique. Le but, c'est de se remettre en mouvement. Ce n'est pas d'aller faire 5 heures de salle de sport par semaine. Parce que ça, non. Donc, différencier activité physique et activité sportive. Et puis, s'exprimer par rapport à justement ce que ça représente, l'activité physique, et quel bien ça peut faire. Donc, il y a des petits flyers également sur l'activité physique adaptée. Et dans cette séance, il y a également une petite intervention médicale de 10 minutes qui parle de l'activité physique, des muscles et de ce que ça fait au niveau du corps, de bouger. Et enfin, dans cet atelier, il y a une activité physique qui s'appelle le parcours du triton. Parce que nous avons une mare à l'hôpital du Haut-l'Évêque avec des petits tritons. Et donc, il y a un parcours qui est fléché pour les patients où on peut aller faire une balade. On peut aller faire une balade donc tout autour du parc et éventuellement croiser le triton, mais ça, je ne suis pas sûre qu'il y en ait à tous les coups. Troisième atelier, l'équilibre alimentaire. Là aussi, pas de gros mots, régime, non. Tout est dans l'équilibre. Tous les aliments sont utiles à notre vie. La seule chose qui n'est absolument pas indispensable, c'est l'alcool. Mais on a besoin du sucre, on a besoin des graisses, on a besoin de tout. Le tout, c'est une histoire de proportion. Voilà, et c'est ça l'équilibre. Et donc dans cet atelier, on réapprend les aliments, on réapprend les classes d'aliments, on réapprend les échanges, comme on peut tricher, remplacer de la béchamel par de la maïzena, et d'un seul coup on gagne en calories de façon très très importante. Il y a plein de choses qu'on apprend. Quelque chose dont moi je me sers beaucoup dans ma consultation, c'est la pyramide alimentaire. Parce que c'est assez facile à donner aux patients à la consultation en expliquant quel type d'aliments il faut avoir dans son assiette. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de pratique et très utile. Et puis, toujours pareil, une petite intervention de 10 minutes pour apprendre ce que c'est que la digestion. Parce que les gens vous le disent toujours, j'ai un problème au foie, parce que quand je mange, j'ai mal. Non, il n'y a pas de rapport direct entre la digestion et le foie. Il y a un rapport direct entre ce que vous mangez qui après va passer dans votre sang. Et ça, ces petites slides, elles apprennent un petit peu quel est le parcours au niveau de l'alimentation. Enfin, un petit peu de bien-être, parce que ça fait toujours du bien. Et donc, acquérir du savoir-faire et mettre en relation. Alors ça, c'est des grands mots, mais c'est pour essayer de faire un petit peu la paix avec soi-même et de réfléchir à soi, à ce qu'on va s'apporter de bien. Et c'est un atelier où on apprend la cohérence cardiaque. Et c'est un atelier aussi où intervient l'art thérapeute qui va pouvoir, grâce au dessin et à ce genre de choses, aider à aller mieux tout simplement. Donc, c'est un programme qui en général est assez aimé par les patients. Alors, on est content parce qu'on leur pose toujours la question. Le but, c'est quand même qu'eux s'y retrouvent.
Et oui, a priori, s'y retrouve, les évaluations sont bonnes. Vous voyez en bleu, bah oui, mon quotidien s'est beaucoup amélioré. Et est-ce que ça vous a aidé à gérer votre maladie? Bah, énormément ou beaucoup. Donc, bah, on est assez content parce que l'évaluation, c'est très, très important pour faire le rapport pour l'ARS. On ne peut pas faire de choses sans les évaluer. Et honnêtement, l'évaluation, c'est pas simple. Alors au final, c'est surtout un travail d'équipe. Alors les équipes, ça peut changer. Ça, c'est l'équipe qui a commencé en 2014. Après, il y a eu celle-là. Puis maintenant, on en est là. Vous reconnaissez Mathilde qui est venue nous voir sur nos actions sur la stéatose hépatique. Vous reconnaissez également Anne-Laure qui a un pied dans le TP, mais qui a également un pied dans les hépatites virales. Et puis au final, tout ça, c'est pour les patients, mais c'est par les patients. Et c'est ça l'éducation thérapeutique, pour que les gens puissent s'approprier à la fois leur maladie, puis à la fois les solutions à apporter. Je vous remercie. Alors, pour finir, avant d'attaquer les questions-réponses et de la table ronde, on est normalement en ligne avec Christian. Merci, Christian, d'être avec nous. Bonjour. On te laisse nous raconter ton parcours et comment tu es arrivé à la maladie dans les formes les plus graves et sans forcément avoir de signes annonciateurs auparavant. Merci à toi. OK. Je m'appelle Todd Christian, j'ai 73 ans. J'ai été diagnostiqué, j'avais 60 ans. Je pratiquais beaucoup de sport, 30 km de course par semaine. J'étais à 7h, 7h30 de muscu, de sport intense par semaine. Par contre, je mangeais très bien. Je travaillais en confiserie. Le problème que j'avais, c'était de tous les heures, je devais goûter les bonbons pour voir les histoires de goût et tout ça. Je pouvais recracher les bonbons dans une poubelle sans pouvoir les avaler, mais comme j'étais assez gourmand et un petit peu abdique du sucre, j'étais facilement à manger 500, 600 grammes de sucre, de bonbons par semaine, sans compter les boissons gazeuses, plus des repas assez copieux. Malgré tout, je croyais en faisant du sport que j'étais en bonne santé, que je pétais la forme, mais non. À 60 ans, mon médecin traitant est parti en retraite. J'ai été avec un autre médecin. Au bout de 4 5 mois, il me demande, Monsieur Todt, il dit, il y a longtemps que vous avez fait un bilan sanguin? Je lui dis, ah non, je me souviens plus. Mais il dit, on va en faire un. Là, on a fait un bilan sanguin. On s'est aperçu que tout ce qui était hépatique, pardon, comment on appelle ça, les transaminases étaient fort élevées. Donc, il m'a dit, oh là là, il faut consulter un entérogastrologue. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai consulté, on m'a fait une biopsie du foie, on m'a fait des step-scans et on m'a diagnostiqué que j'étais atteint de la maladie de MASH, déjà bien avancée. Aujourd'hui, je suis au stade 4 avec une cirrhose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, qu'est-ce qu'on m'a conseillé de faire? Tous les mois, je vois une diététicienne qui s'appelle Stéphanie. Elle m'a appris à manger dans mon assiette et je dois avoir divisé par 3 l'assiette, c'est-à-dire la moitié de l'assiette, c'est légumes, une moitié de l'assiette, protéines, et l'autre moitié de l'assiette, tout ce qui est pommes de terre et Ça doit être les féculents. glucides. Voilà, les féculents. Tout ce qui est féculent, voilà. Donc, j'ai réappris à manger correctement. Je la vois tous les mois, donc le matin, le midi et le soir. Ma femme, qui est compatible avec mon problème, elle s'est, comment je vais dire ça, elle s'est liée à moi, elle suit les mêmes repas que moi. Donc, tous les matins, midi et soir, elle note et elle pèse ce que l'on mange. Et tous les mois, quand je vois Stéphanie, la diététicienne, je lui fais voir le cahier, elle dit, ah, c'est très bien, nanana, c'est super. Par contre, je ne fume pas. L'alcool, c'était occasionnellement. Je croyais être à l'abri de cette maladie qui n'a aucune douleur, aucun symptôme, rien du tout. Et quand j'ai appris que j'avais cette maladie, je suis tombé un petit peu sur le derrière, quoi. Ça m'a fait un petit peu mal. Donc aujourd'hui, je me suis repris en main aussi.
je ne peux plus faire autant de sport que je faisais avant. Par contre, tous les 2 jours, je fais 12 kilomètres de marche à pied pour essayer de maintenir, la forme et comme, Stéphanie me dit, faire attention et je vivrai un petit peu plus longtemps, malgré que cette maladie m'a touché assez fort, quoi. Merci beaucoup, Christian. C'est incroyable de vous entendre. Vous avez vraiment un super parcours. On peut l'applaudir parce que vraiment. Christian, il y a si tu veux en 2 mots nous raconter, je me permets, parce que je t'ai déjà entendu le raconter, ce Oui. phénomène qui est important pour nous, c'est la première fois que tu voyais ton nouveau médecin et qui t'a d'abord dit que tu étais en situation d'obésité, qui t'a demandé de te déshabiller et qui s'est excusé après en disant non, non, excusez-moi, vous êtes musclé. Et ça, je trouvais ça typique du regard qu'on peut porter, quoi. Oui, moi j'avais fait un bilan de santé et puis, bon, j'étais à 98 kilos. Il m'a dit: «Oh monsieur», il dit: «Vous êtes en surpoids, en surcharge pondérale». Et là, j'ai dit: «Attendez», je dis: «Je suis pas si gros que ça». Donc je me suis mis, torse nu devant le médecin et quand il m'a vu, ma musculation, il m'a dit: «Ah oui, tout à fait», il dit: «Oui». Il dit: «Vous avez une musculation assez forte». Donc, ce qui fait, c'est que la surcharge pondérale, c'est que vous êtes fort musclé et c'est les muscles, qui sont plus lourds que la graisse et ce qui vous donne, c'est qu'on croirait que c'est vous êtes en surcharge pondérale, mais non. Donc j'ai une photo ici si vous voulez, je vais vous faire voir. Le beau gosse. Là, j'ai 60 ans, je sais pas si vous voyez. Waouh! Là, j'ai 60 ans. Donc, bon, il m'a dit 98 kilos, il dit: «Vous êtes gros, vous êtes je suis charpedal» et quand je me suis déshabillé, qu'il m'a vu, il dit: «Ah oui, en effet», il dit: bon, on comprend, c'est plus, une charge de muscle que charge de graisse» et j'étais super étonné malgré le corps que j'avais, le sport que je faisais intense, que j'ai été atteint de cette maladie. Mais comme j'ai toujours dit avec Stéphanie, dans tout ce que je consommais comme sucre, comme, des repas assez copieux, heureusement que j'ai eu fait un sport assez intense. J'ai quand même brûlé une partie du sucre et des graisses et tout des repas que je mangeais. Ça m'a permis d'aujourd'hui d'être encore vivant. Parce que moi, je me dis toujours, j'aurais pas fait tout ce sport avec la nourriture que je faisais et les sucres que je mangeais. Je pense qu'il y a longtemps que la cirrhose, elle serait transformée en cancer et aujourd'hui, je ne serais plus là. Donc ça m'a fait un petit peu peur, ça m'a repris en main. Ma femme m'a encouragé, ça fait 52 ans qu'on est mariés. Elle partage au quotidien mon problème. Les repas, elle prend les mêmes repas que nous. On a pris des petites assiettes qu'on a partagées en 3 et comme j'ai expliqué, bah, il y a une partie, moitié légumes, moitié protéines et moitié, féculents et voilà, C'est 3 maintenant bon, bah, moitiés, c'est le secret. pardon? Ça fait 3 moitiés, c'est le secret. Voilà et puis l'alcool, bon, comme je ne suis pas alcool, on m'a dit: «Ben, aujourd'hui, l'alcool, c'est zéro». Ben, ça m'a rien fait du tout. Par contre, bon, c'est le manque de sucre. Par moment, j'ai envie de sucre, j'ai envie de sucre. C'est mon corps, je sais pas, c'est dans la tête ou je sais pas. Alors, qu'est-ce que je fais pour tromper mon cerveau? Je prends un café, puis je mets la moitié d'une petite sucrète. Quand je bois mon café, mais c'est pas tous les jours, ça peut arriver une fois par semaine, une fois tous les 15 jours que cette envie de sucre est là. Donc je mets une petite sucrète dans mon café. Quand je bois mon café, bah, il y a une petite saveur sucrée. Mon cerveau, lui, il doit se dire: «Bah, tiens, j'ai eu du sucre». Il me fout la paix, mais je ne consomme pratiquement plus de sucre pour essayer de stabiliser mon foie au point où j'en suis. Voilà. Là, tu es en train de faire l'intro de la table ronde d'après sur le craving et le lien entre l'alcool et le sucre et ces envies irrépressibles de sucre. Est-ce que tu penses que on pourrait dire que tu as une maladie professionnelle du coup? Ben, oui, mais on m'a jamais forcé à manger autant de bonbons. C'était pas dans l'obligation. C'est, j'ai travaillé en confiserie, tous les heures, je devais goûter la fabrication, pour voir s'il y avait pas un manque d'arôme ou quoi que ce soit. Mais les bonbons que je mangeais entre 2, on m'a jamais dit, on m'a jamais obligé de les manger. C'est parce que comme j'étais gourmand, que j'étais assez sucré, ben, c'est ce qui aujourd'hui me cause un gros problème au niveau du foie.
Ça marche. Mais bon, je tiens à dire aussi, peut-être comme Mathilde l'a souligné, avec l'hypertension, depuis 2006, je fais de l'hypertension. Ça a peut-être aussi fait un lien un petit peu aussi, je ne veux pas dire cause à effet, mais ça fait peut-être un plus aussi au niveau de mon foie. En tout cas, un grand merci. Tu es le seul, quand même, en 20 ans à SOS Hépatite, qui, en parlant de sa cirrhose, a réussi à faire rire tout le monde. Et ça, c'est chapeau, quand même. Merci beaucoup. Merci bien. On va prendre les questions pour l'équipe de la table ronde, là. Des questions dans la salle ou à distance. Oui, Thomas Laurenceau. J'avais une question pour Juliette. L'ordre des séquences du programme, c'est toujours le même? Parce que je trouve intéressant de voir que l'alimentation n'arrive pas en premier. Ah ben oui, c'est toujours volontaire, le même. Et c'est volontaire. Ah oui. Et ça ne gêne pas les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une demande, ce que disait Mathilde, dites-moi ce que je dois bouffer, quoi. Si, à toutes les séances, ils nous en parlent. Mais le but, c'est justement d'un petit peu de désacraliser ça. C'est de voir cette maladie, c'est pas qu'un problème de l'alimentation. Et donc, il faut d'abord comprendre ce qui se passe avant de pouvoir agir. C'est pas manger ci et manger pas ça. Il n'y a pas de recette miracle par rapport à ça. Donc, il faut d'abord comprendre. Et puis, après, l'alimentation, c'est une part du programme. Alors, c'est la séance qui est la plus attendue par les patients. Enfin, je pense, Anne-Laure, non, je pense qu'en général, ils aiment. C'est la séance qui est préférée, plus que le parcours du Triton. Mais c'est une part, simplement. Mais justement, c'est intéressant d'avoir fait passer le parcours du Triton d'abord. Merci pour ces témoignages très positifs que nous avons eus aujourd'hui. Et puis merci à Juliette pour ce travail sur l'éducation thérapeutique. Je voulais te poser une question parce que hier matin, on a parlé du lien, finalement, de la difficulté à avoir des avis médicaux spécialisés en réseau chez les patients qui sont atteints de MASH, en sachant que souvent la MASH est une maladie générale avec une atteinte cardiaque, avec des problèmes de diabète, d'équilibre du diabète, etc. Est-ce que vous avez établi un lien avec votre, finalement, parcours ETP, on va dire, et est-ce que vous avez, au sein de l'hôpital de Bordeaux, des facilités, des réseaux avec les différents spécialistes? Alors, il n'y a pas de lien réellement par rapport au parcours OTP. Le parcours OTP, c'est vraiment un parcours pour le patient qui est un parcours en soi presque non médicalisé. Et donc, c'est vraiment pour le patient, par le patient. Mais à côté de ça, dans notre prise en charge hépato, on a besoin d'envoyer voir des diabétologues ou des cardiologues. Et ça, c'est comme tout le monde, c'est le réseau de l'hôpital. Il est facile de temps en temps, avec les gens avec qui tu t'entends bien, c'est toujours pareil, c'est des histoires de personnes. Si tu arrives à créer du lien avec des gens, c'est facile. Mais ça, c'est très personne dépendant. Je crois qu'il n'y a pas de secret par rapport à ça. C'est pour ça que tu avais organisé la soirée Beaujolais Nouveau avec les cardiologues. Exactement. Ce que je remarque est très intéressant, c'est qu'en fait, en touchant une personne, on touche peut-être une famille. Alors, c'est pas peut-être. Moi, je pense qu'on ne peut pas toucher qu'une seule personne. Alors, moi, je trouve que la remarque, elle est encore plus facile dans l'autre sens, c'est-à-dire quand c'est une patiente, quand c'est une femme qui a une stéatose et qui me dit, moi, en effet, je vais faire attention à mon alimentation. Et quand je la revois à la consultation, et je lui dis, bon, alors, vous avez changé votre alimentation. Elle me dit, oui, mais c'est pas facile parce que mon mari et mes enfants, eux, ils mangent différemment. Je dis, ça, c'est pas possible. Enfin, à table, il y a un repas pour toute la famille. Et l'alimentation de quelqu'un qui a une stéatose, c'est l'alimentation qu'on devrait tous avoir. Donc cette alimentation-là, elle est vraie pour toute la famille. Et c'est pas possible de faire 3 repas pour une seule famille. Le repas pour le mari parce qu'il préfère ci, le repas pour les enfants parce qu'il préfère les frites, et que la femme, elle mange bien comme il faut ses légumes. Non. Non, elle ne va pas faire 3 repas. Donc on fait un seul repas et c'est pour toute la famille. Et c'est bon pour tous les âges. Et c'est bon pour tout le monde. Donc, voilà. Oui, justement. Y compris le chien. Les croquettes aux légumes, ça marche.
Mais c'est pour ça que le programme, il y a les accompagnants. Voilà, ça, je pense que c'est important de venir à plusieurs et d'entendre à plusieurs le message. J'avais une question concernant les médicaments, on en a parlé, qui peuvent aider dans la mâche. Pardon. Je pense, on en a parlé aux Ozempic, Victoza, et quid des nouveautés comme le resmetirom? Alors, il y a plein de médicaments qui vont arriver. Il y a dans le dernier congrès où on était la semaine dernière, il y a une étude magnifique qui est sortie là, avec le semaglutide sur 800 patients. Donc là, ça donne vraiment des bons résultats. Tous ces médicaments vont arriver. Il y a vous savez, il y a différentes phases dans les essais des médicaments. Il y a plein de médicaments en phase 3, donc juste avant la commercialisation. Donc ces médicaments vont arriver. Après, le médicament ne fera pas tout. Le médicament, si par derrière, il n'y a pas un équilibre de l'alimentation, une activité physique, non, c'est en complément d'une activité physique et d'une bonne alimentation, déjà de base. Et le problème aussi de ces médicaments, ce qui ressort des premiers essais, c'est que ça marche. Ça a un effet à la fois sur le poids et sur le foie et sur le diabète. Mais quand vous les arrêtez, ça repart. Donc, ça ne va pas être la panacée et on ne va pas être non plus avec, comme l'hépatite C, 3 mois de traitement et on guérit. Non, ça sera une prise en charge au long cours. On fait de l'éducation thérapeutique et de la prévention quand il y a déjà une maladie et des complications. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer en prévention primaire, lors de l'accouchement du premier enfant, une éducation thérapeutique, enfin alimentaire, des mères de famille qui vont nourrir leurs enfants, parce qu'en fait, là, la pathologie, elle est en train de se créer et d'augmenter de par, justement, l'augmentation de l'obésité. Et donc, je pense qu'il y a peut-être une action. Bon, ça va coûter cher, etc. Mais je pense que ça peut éventuellement tu as raison. aider. Ouais, à Strasbourg, pour les femmes enceintes, ils ont mis en place des paniers de légumes en fait qui peuvent avoir gratuitement à partir, je ne sais pas quel mois le grossesse, je me souviens plus, mais je sais qu'on m'a partagé ça. Donc c'est déjà accès à quelque chose d'équilibré pour déjà penser à l'alimentation déjà pendant la grossesse et puis ensuite pour l'alimentation des enfants. Il y a plein de petits programmes comme ça. Alors, ça serait bien que ça soit généralisé, mais par exemple, je sais qu'à la fac de Bordeaux, il y a des distributions de paniers fruits et légumes qui sont souvent un peu chers pour une bourse d'étudiants. Et donc, il y a accès aux paniers. Moi, je crois aussi beaucoup à l'éducation des enfants. Quand on apprend ce qu'il doit y avoir dans une assiette avec les 3 moitiés, c'est déjà très très bien. Ça, apprendre que tous les jours il faut manger des légumes en plus des féculents, c'est un seul message et c'est déjà très très bien. Je pense beaucoup à ça aussi. Et des fois les enfants après nos parents après. Donc il faudrait qu'on recommande à l'école qu'il y ait des cours d'éducation alimentaire finalement un peu quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas idiot dès le début de proposer dans le programme national nutrition là et tout ça, normalement c'est censé exister. Censé. Non, ça se fait. Moi, c'est la Ligue contre le cancer ici qui intervient, par exemple, dans l'école de mes enfants sur l'équilibre alimentaire. Christian, tu m'entends? Ouais, Christian, c'est Juliette, mais Juliette de SOS, pas Juliette Fouché. Je voulais juste te remercier d'avoir accepté de témoigner comme ça au dernier moment. Et je voulais te demander, puisqu'on parle de TP, est-ce que les séances de TP à Tourcoing, ça ressemble à ce que nous a décrit Juliette Fouché? Oui. Tous les mois, j'ai une réunion avec une infirmière. Et puis, on regarde, elle vérifie ce que je mange. Si 2 fois que j'ai fait un écart parce qu'on a été au restaurant ou on a été invité, le soir, je me rattrape, c'est un bol de soupe avec une tranche de pain. On fait de l'atelier, pas collectif, on fait de l'atelier individuel. Oui, c'est de l'atelier individuel, pas collectif. Je suis toujours avec Stéphanie, la diététicienne, là, l'infirmière, et puis 2 fois, il y a une autre personne qui est avec elle pour assister, pour aussi voir comment ça se passe. Mais dans mon entourage, à tous les amis, les gens que je connais, quand on parle de nourriture, je leur dis, moi, je suis atteint d'un maladie de mâche. Donc, ils me disent, qu'est-ce que c'est que ça? Je leur explique que c'est une consommation des repas trop copieux, une absorption de trop de sucre et tout ça.
Donc, tout le sucre qui se transforme en graisse va venir engraisser le foie et ce qui donne après une stéatose et ainsi de suite. Si on ne fait pas attention, ça vient à la mâche et comme moi, la cirrhose. Et puis, et je dis après, bon, on a un régime, enfin, un régime, non, c'est pas un régime, c'est réapprendre à manger en divisant l'assiette par 3, comme je vous ai expliqué, enfin, comme on m'a expliqué. Et ça, c'est un plaisir que j'ai à donner, c'est les renseignements à toutes les personnes qui ne connaissent pas cette maladie. Et j'ai dit, cette maladie, elle n'a aucune douleur, aucun symptôme. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a encore aucun traitement pour cette maladie. Et alors moi, j'ai une question pour vous aussi. Est-ce que justement, vous avez réussi à convaincre dans vos amis, en leur expliquant ce que vous mangez, est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous, ça a fait changer un peu les gens? Oui, il y a des personnes qui ils disent, ah oui, à ce point-là, j'ai dit oui, oui. Et je dis, bon, quand on est au restaurant ou avec des amis que je vois qu'ils ont des repas un peu trop copieux, allez, un verre de vin en mangeant, ça va, mais 3, 4 de verre en mangeant, ben, j'ai dit, tu vois, un verre de vin, c'est bon, les 2, 3 derrière, ben, c'est du surplus, c'est pas bon. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont conscients et qui ils adhèrent à mon problème et puis qui se sont remis un petit peu en question sur la façon de manger. Non, je voulais juste rajouter par rapport aux légumes pour les enfants. Ils ne sautent pas sur les légumes au départ, hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué pour introduire des légumes et leur faire manger. Donc, je pense qu'il ne faut pas uniquement leur expliquer. Je pense qu'il y a peut-être des cours de cuisine et des façons aussi d'agrémenter les légumes pour leur faire aimer et qu'ils les fassent réintroduire dans leur famille. C'est-à-dire d'une manière un peu différente que la pédagogie qui va rester un peu en l'air, quoi, finalement. Non, mais les bâtons de carottes, ça marche, hein. Et ça, ils croquent dedans. Et ça... Les légumes, c'est pas forcément des plats cuisinés de légumes. C'est ça le truc, c'est d'expliquer aussi aux gens que une alimentation équilibrée, c'est pas forcément compliqué. Et qu'un sandwich jambon-beurre, c'est pas une catastrophe. Vous avez du pain, vous avez un peu de beurre, ok, et vous avez du jambon, c'est plutôt maigre. Si à côté de ça, vous mangez 3 tomates cerises et un yaourt, eh ben, votre repas, il est équilibré. Et voilà, c'est ça aussi, c'est de désacraliser. C'est pas forcément 3 heures de cuisine. Parce que ça, c'est juste pas possible, 3 heures de cuisine. Enfin, en tout cas pour moi. Crudité, c'est fantastique. Hein, t'as pas à les préparer, il y a juste à les éplucher, les découper. Ça marche super bien avec les enfants. C'est magique. Oui, Françoise Imbert, SOS Hépatite. On évoquait hier le lien entre la précarité et les prises de risque, hein, en matière d'accès aux outils, etc. Moi, je travaille beaucoup dans des restaurants du cœur, presque exclusivement dans des restaurants du cœur. Et c'est assez paradoxal ce qui se passe parce que je vois d'un côté les bénévoles qui sont confrontés à la difficulté, à une réelle difficulté pour avoir des produits frais, parce que les supermarchés ne les lâchent pas facilement. Tant qu'ils peuvent être vendus, ils enlèvent les premières feuilles, même si elles sont abîmées, et puis ils les vendent. Et en parallèle, j'ai quand même pas mal de témoignages de bénévoles de ces structures qui disent c'est super compliqué parce que nous, on essaie d'inviter les personnes à cuisiner. Et même les restos ont fait des petites fiches de repas simples et pas chers. Et en fait, ils préfèrent prendre la boîte de raviolis. Alors, il y a des choses de l'ordre du intimement culturel. Et pour avoir vécu aussi à Montpellier, où il y a une population gitane extrêmement importante, j'étais assez horrifiée quand je prenais les transports en commun, donc assez souvent, parce que quand il y avait un petit gamin dans une poussette qui hurlait, la maman sortait le paquet de chips et la bouteille de coca. Et je me dis, mais c'est incroyable. Mais voilà, on est quand même confronté à... Il y a des réalités sociales, certes, là, il y a la précarité, mais il y a, dans le rapport qu'on peut avoir avec l'alimentation, quelque chose qui va vraiment au-delà de ça, j'ai le sentiment, qui est intimement culturel. Et pour arriver à déconstruire ça, et d'ailleurs, j'ai même pu observer en supermarché des familles qui n'avaient pas l'air de rouler sur l'or, mais qui investissaient énormément en sucreries, en dessert, en gâteau, alors que ça coûte quand même. Il y a un côté cher, réconfortant, hein. Exactement, c'est la récompense. Et c'est là où c'est très, très compliqué. Et je voulais juste dénoncer, parce que
quelqu'un de très proche y a été confronté il n'y a pas longtemps, a subi des ateliers organisés par le conseil départemental du Gers, notamment des ateliers nutrition. La personne qui animait l'atelier nutrition, qui n'était pas médecin nutritionniste, qui était nutritionniste, a soutenu mordicus qu'il n'y avait aucune addiction au sucre. Voilà. Donc, mais voilà, je voulais simplement témoigner de ça parce que c'est vrai. Personne n'est parfait. Oui. Non, mais voilà, oui, je sais bien. Mais c'est vrai que c'est quand même très très complexe hein, ce rapport à l'alimentation, ce besoin de se remplir à travers l'alimentation et de se récompenser à travers l'alimentation. Alors après, je pense que, pardon, vous avez donné un exemple qui est quand même caractéristique, c'est l'exemple des chips. Puisque, alors je ne sais pas si on vous en parlait après, mais voilà, les chips, alors dans l'addiction, on a appris qu'il y avait donc les sucres, c'était addictif, mais qu'en définitive, ce qui est addictif, c'est que c'est une certaine quantité de sucre avec une certaine quantité de graisse et une certaine quantité de sel. Et ce rapport parfait, le nombre parfait par rapport à l'addiction, ça, vous le retrouvez dans quoi? Dans les chips. Donc les chips, pourquoi est-ce que quand vous ouvrez un paquet de chips, vous plongez la main dedans, vous finissez le paquet? Parce que c'est l'aliment le plus addictif qui existe au monde. Les additifs, ouais. Les cacahuètes, tu peux y aller. Alors en plus, si elles ne sont pas salées, c'est un non problème. Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Garbet, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je voulais vous donner mon témoignage. J'ai été porteuse d'une NASH bien forte sur une cirrhose post-hépatique, ce qui n'était pas facile. J'avais fait un bypass, j'étais en échec de bypass, donc je mangeais énormément, j'avais complètement réélargi mon estomac. Et j'ai demandé à mon hépato, j'ai dit aide-moi, je peux plus, je pourrais plus vivre comme ça. Et il m'a aidé. Et puis j'ai vu la diététicienne et nous on a agi différemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas baissé sur les choses, mais sur les quantités. C'est-à-dire à l'heure actuelle, si je mange un bout de viande et un yaourt, je mangerai pas de légumes. Si je mange des légumes, je mangerai pas de yaourt. Oui, mais c'est ce qui me convient à moi. Et j'ai perdu 32 kilos en 1 an et demi. Donc, le résultat est là. Et sans avoir jamais faim, ni aucune envie, parce que je ne me privais de rien. À partir du moment où ça s'est passé comme une lettre à la poste. J'ai rien vu venir, c'est descendu tout seul, j'ai pas vu les choses venir et le résultat est là à l'heure actuelle. Mais ce que vous dites, c'est très important. Les conseils qu'on donne, ce sont des conseils en général. Je pense que personne n'a la vérité et c'est propre à chacun. Et l'important, c'est de trouver ce qui vous convient. Et l'intérêt de l'éducation thérapeutique, c'est de vous donner les infos pour que vous trouviez vous-même ce qui vous convient. C'est ça. Après, si c'est ce régime-là, cette alimentation-là qui vous convient, c'est parfait. Mais l'intérêt, c'est que dans l'éducation thérapeutique, vous avez appris les différentes classes d'aliments. Et donc, comme ça, après, vous pouvez vous-même associer ce qui vous convient à vous. Mais vous savez que le pain, c'est équivalent aux pommes de terre, c'est équivalent au riz. Si j'ai envie de manger des pommes de terre, vous mangez des pommes de terre. C'est pas un problème. Mais l'éducation thérapeutique, c'est surtout pas essayer d'inculquer la vérité. C'est vous donner les infos pour que vous puissiez vous approprier les choses et faire des transformations vous-même. Voilà. Oui, chaque intervention m'a donné envie de réagir. Alors je vais essayer de reboucler la boucle. Je réagis d'abord à ce que disait Françoise sur ces gens, le lien entre précarité et malbouffe. C'est vrai que quand tu as dit non à ton gamin parce qu'il voulait des Reebok ou des Air Nike, tu n'avais pas d'argent. Quand tu as dit non parce qu'il voulait aller faire du sport et que tu n'avais pas de quoi lui payer le sport, au bout d'un moment, tu lui dis oui quand il demande le Nutella parce que c'est le seul point sur lequel tu peux dire oui financièrement. Donc ça, c'est vrai. Et ça nous ramène un peu à ce que disait Eric, c'est-à-dire cette notion
qu'il faut qu'on ait de prévention pré-primaire, hein, ce concept de prévention pré-primaire qui est super important, qui, logiquement, si on avait bien appris à manger initialement, on n'aurait pas à réapprendre à manger et ça serait fait une fois pour toutes, hein. Et ça coûterait beaucoup moins cher que ce que ça va coûter à la sécurité sociale en médicaments demain. Donc c'est vrai que ce champ-là, on ne sait pas très bien comment l'investir parce que nous, on sait le faire dans des initiatives auprès de 50, 100, 5000 personnes, mais on ne sait pas le faire auprès de 60 millions de Français. C'est ça qui est compliqué et pourtant on sait qu'elle est bien là la solution. Voilà. Et parmi les solutions, je vois, parce que quand j'écoute Christian, mais quand j'écoute aussi Mathilde, je me dis que finalement, les meilleurs ambassadeurs de cette prévention pré-primaire, les meilleurs ambassadeurs de la lutte contre la MASH, c'est les malades. C'est bien eux. Quand Christian, un repas à table, dit à ses copains ou à sa famille tu sais au fait ce que ça peut faire le sucre, eh bien, il est cru beaucoup plus que le médecin qui le dirait en consultation une semaine plus tard. Donc ça, c'est peut-être finalement ce qu'on peut retenir, cette idée que chaque malade peut être le meilleur ambassadeur de la lutte contre la maladie. Avec le bémol, là, si je peux me permettre, et puis moi j'avais une question après pour vous, avec le bémol de ce qu'on appelle en addicto le sevrage par procuration. C'est-à-dire qu'on sait bien que le malade alcoolique, par exemple, qui est venu, qui a fait sa cure et qui à un moment est abstinent, quand on le remet dans sa famille ou au sein de gens qui sont comme lui, l'effet pair, c'est quand je vois, lui, il a fait tout ce qu'il fallait, il a arrêté de boire, donc il vient me dire, toi, tu es comme moi, je devrais arrêter de boire aussi, quoi. Si lui, il l'a fait, pourquoi pas moi? Et en fait, si je lui remets la bouteille sur la table et que j'arrive à le faire rechuter, ça me dédouane de moi de faire des efforts. Et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir les mêmes choses dans la MASH. C'est-à-dire qu'à un moment, quand un patient comme Christian revient dans une famille et dit moi j'ai réussi, et vous devriez un peu regarder ce qu'il y a dans vos assiettes. Si la pression sociétale à ce moment-là te fait rechuter, ça évite aux gens de se poser des questions. Et ça, je crois que ça va être aussi un éclairage de l'addiction, de dire qu'est-ce qui se passe en termes de dynamique de groupe, quoi. Une question pour Mathilde et Christian. Est-ce que vous avez, pragmatique des SOS, est-ce que vous avez l'impression que vos médecins traitants sont... Vous êtes devenus, entre guillemets, des patients experts de votre maladie. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils en savent suffisamment sur la NASH aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez à dire aux jeunes générations de médecins traitants sur cette maladie-là? Je peux commencer. Moi, au début de ma prise en charge, c'est vrai que mon médecin traitant n'était pas... n'était pas très au courant de tout ça et c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de réponses à mes questions avec mon médecin traitant. Par contre, maintenant, avec le parcours que j'ai, c'est moi qui lui amène les informations, on en parle toutes les deux et maintenant, je trouve ça bien quand ça finit en travail d'équipe comme ça, quoi. C'est moi qui lui apporte des infos et elle, après, elle en reparle avec ses autres patients et on fonctionne bien comme ça. Donc le malade forme le médecin. Non, mais c'est super. Là, clairement, oui. Et Christian, t'en dis quoi, toi, par rapport à ton médecin? Oui, moi, c'est à peu près la même chose. Quand mon médecin qui m'a diagnostiqué, malheureusement, il est décédé, il avait 92 ans, quand il a arrêté son cabinet. Là, j'ai retrouvé une nouvelle doctoresse. Elle est parfaitement au courant de cette maladie. Quand je lui ai dit que j'étais atteint de la maladie NASH, elle a vu mon dossier. Par contre, quand j'ai une bronchite ou quoi que ce soit, tout ce qu'elle peut me prescrire comme médicament, elle regarde toujours si ce n'est pas, comment je vais dire ça, si ce n'est pas contre-indication pour le foie ou quoi que ce soit. Donc, elle sait très bien, elle connaît bien cette maladie et elle sait au point où j'en suis. Et donc, tout ce qu'elle me prescrit, elle regarde toujours si ça ne va pas me causer du tort au niveau du foie. Donc, ça, je la remercie bien aussi parce qu'elle est au top. Cette maladie, elle la connaît bien aussi.